Merci de vous être rendu disponible pour venir ce matin devant la commission des lois où nous sommes heureux, bien évidemment, de vous accueillir. Et si on pouvait fermer la porte parce que les gens sont bavards dans les couloirs et ça fait des bruits, afin d'évoquer avec vous le rapport du comité des États généraux de la justice que vous avez remis au président de la République au mois de juillet dernier. Il est, je le crois, mais c'est un peu délicat pour moi de le dire puisque j'ai un peu participé modestement, le fruit d'un travail approfondi qui a été mené entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'avril 2022. Il y a un an d'ailleurs, ce comité était à peu près, peut-être même à date, annoncé officiellement et sa composition officiellement. Il faut rappeler d'ailleurs que ces États généraux ont été certes à l'initiative du président de la République, mais surtout après une intervention assez forte, je crois, de Madame la Première Présidente, Madame Arins et Monsieur Molins également, auprès du Président, venant expliquer la situation critique dans laquelle se trouvait notre justice. Plus de 7000 magistrats ont ensuite signé une tribune dans la presse en réaction au suicide dramatique de l'une de leurs collègues, dénonçant leurs conditions de travail et parfois même la perte du sens de leur métier, ce qui était évidemment sans précédent. Le malaise de notre justice est une réalité incontestable. La perte de confiance des citoyens dans son action l'est aussi, comme l'a montré l'Agora de la justice que nous avions organisée au Sénat il y a quasiment un an, jour pour jour, à une semaine près. Cette réalité, le Sénat l'a mise en lumière depuis plusieurs années, en faisant d'ailleurs des propositions qui n'ont pas toujours reçu un avis favorable de la chancellerie. Je citerai trois principaux rapports que la commission des lois a produits sur des dates récentes. En 2017, d'abord, 5 ans pour sauver la justice, un rapport assez complet de la commission, à l'époque présidé par notre collègue Philippe Bas. En 2019, la justice prud'homale au milieu du gué, qui a été menée en commun avec la Commission des affaires sociales, dont Mme Canaillé, ici présente, en a été le rapporteur. Et puis en 2021, le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise, dont notre collègue François Bonhomme et M. Thani Mohamed Soilihi furent également les rapporteurs. D'autres travaux sont menés régulièrement, bien évidemment, et en particulier en période budgétaire, après les avis qui sont donnés par nos rapporteurs sur les différentes thématiques liées à la justice. En clair, si je puis me permettre cette expression, la Commission des lois et le Sénat, depuis longtemps, avaient quand même signalé de grandes difficultés et préconisé un certain nombre de solutions. Il est donc très heureux de retrouver de nombreux points de convergence parmi les constats et propositions qui ont été faits par les États généraux. L'étape nouvelle est maintenant de s'attacher à la mise en œuvre de ces propositions, qu'il s'agisse des moyens, de l'organisation et du fonctionnement de la justice ou des réformes législatives. Le Sénat, bien évidemment, y veillera, et nous tout particulièrement. Il importe également que le ministère accepte de changer de méthode en réformant la justice de manière systémique, au service du justiciable et d'un meilleur fonctionnement, en évaluant en amont les conditions pratiques nécessaires à la réussite de ces réformes et sorte d'une approche purement normative. À cet égard, il nous faudrait ne modifier les textes que lorsque cela est strictement nécessaire. Les juridictions sont épuisées par des modifications incessantes des règles, et cela vaut tant pour la loi que pour les textes réglementaires. Nous avons pu le constater lors des différents stages en juridiction qui ont été faits au sein des tribunaux judiciaires de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Lille, de Rouen et de Marseille. Dans la période du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022, à peu près 13 collègues de la Commission des lois sont allés passer 2 jours dans les juridictions pour appréhender les situations et nous continuerons de le faire cette année dans des juridictions sans doute de taille plus modeste. Monsieur le Président Sauvé, Mesdames et Messieurs les membres du comité, je vais dans quelques instants vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter les constats et recommandations. J'ai cru comprendre, en tous les cas c'est ce que l'on m'a dit, que vous étiez organisé, je ne suis pas surpris de cela en revanche, entre vous, de telle sorte que Madame la Première Présidente débutera l'intervention
suivi de Monsieur le procureur général, puis de Monsieur le président Gavaudan, et enfin de Monsieur Sauvé. À l'issue, il y aura un jeu de questions-réponses, comme il l'est d'usage, mais je rappelle que nous devons terminer notre réunion un peu avant 11 heures. Donc il est 9 heures, on devrait pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Bien, je vous remercie de votre attention. Je vais vous donner maintenant la parole, Madame la Première Présidente, afin que vous puissiez vous exprimer. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez indiqué, il y a eu beaucoup de rapports depuis plus de 20 ans concernant le fonctionnement de la justice, avec un rapport très remarqué, celui de la Commission des lois du Sénat en 2017. J'allais dire malheureusement qui n'a pas été suivi de beaucoup d'effets, mais le constat était déjà sévère. L'institution judiciaire est l'une de celles qui s'est le plus réformée depuis une trentaine d'années, mais le constat de l'ensemble des professionnels de justice, c'est que la justice est en très grande difficulté. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, en juin 2021, mandaté par le Conseil supérieur de la magistrature en raison d'attaques incessantes contre la justice, le procureur général François Molins et moi-même avons rencontré le président de la République, lui avons présenté l'état de la justice et il a décidé de lancer des états généraux qu'il a officiellement lancés le 18 octobre 2021. Il y a eu un partage des tâches entre le ministère de la Justice, les juridictions, les avocats et le comité des États généraux, en ce sens que le ministère de la Justice a lancé une vaste consultation citoyenne auprès des citoyens, des professionnels, et il y a eu 50 000 contributions. Parallèlement, il y a eu des ateliers citoyens auxquels ont participé les citoyens qui ont fait un certain nombre de propositions. Il y a eu des ateliers entre les citoyens et des professionnels de justice. Parallèlement, il y a eu 7 groupes de travail essentiellement composés de professionnels de la justice qui, en 3 mois, ont proposé un certain nombre de réformes et a été institué le comité des États généraux, comité indépendant, comme vous l'avez rappelé, présidé par le président Sauvé. Notre rapport était prêt fin avril. Nous l'avons remis au président de la République le 8 juillet et depuis, le garde des Sceaux a lancé de vastes consultations auprès des professionnels de justice. Le comité des États généraux a pris connaissance de l'ensemble des contributions, s'est déplacé en juridiction pour mesurer la réalité des juridictions, y compris lors d'audiences de comparution immédiate. Il a été présent lors d'ateliers, notamment de convergence. Il a rencontré à plusieurs reprises les présidents des groupes de travail. Il s'est emparé d'un certain nombre de thèmes qui n'étaient pas dans la lettre de mission, comme la responsabilité des décideurs publics, ou un thème aussi extrêmement important comme l'accès au droit et l'accès à la citoyenneté. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, alors que les travaux du comité commençaient, il y a eu cette tribune des magistrats, des greffiers, auxquels se sont joints un certain nombre d'avocats, et les moyens de la justice sont rentrés en force dans la problématique des États généraux, même s'ils étaient extrêmement présents. Le constat du comité est extrêmement sévère et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Mais je pense que dans le rapport du comité, le constat est au moins aussi important que les propositions parce qu'il faut changer complètement notre état d'esprit, notre façon de voir. Et comme vous l'avez dit, arrêter de réformer sectoriellement. Il y a eu un empilement de réformes depuis une trentaine d'années. Beaucoup de réformes ont été essayées et ça ne fonctionne pas. Il y a des éléments très importants qui ont été rappelés dans le prologue des États généraux, c'est que la justice est un service public. On évoque souvent le service public de la justice, mais on évoque beaucoup moins souvent le fait que la justice, c'est une autorité judiciaire qui participe de la démocratie et de l'état de droit. Ce que je n'ai pas indiqué, c'est que les juridictions administratives n'étaient pas dans le périmètre des États généraux, uniquement les juridictions de l'ordre judiciaire.
En tout cas, le constat qui a été porté, c'est qu'il y a une crise majeure de l'institution judiciaire qui n'a plus les moyens de remplir son rôle et qui fait l'objet de remises en question multiples. Et l'une des explications tient au fait de politiques publiques défaillantes. Alors la justice, une justice au bord de la rupture. Nous avons eu beaucoup de statistiques. On voit que les affaires civiles nouvelles diminuent, mais pourtant les délais s'allongent. Donc c'est une question que s'est posée la Cour des comptes, c'est une question que nous nous sommes posée dans un contexte où il y a une surmédiatisation de la justice pénale, alors que la justice civile représente 60% des contentieux des juridictions de l'ordre judiciaire. Donc une justice civile en grande difficulté, une justice qui n'arrive pas à protéger les plus faibles, que sont les mineurs en danger, que sont les personnes sous tutelle dans un contexte de population vieillissante. Une grande difficulté pour les parquets, qui sera évoqué tout à l'heure, une grande difficulté pour le système pénitentiaire, qu'il s'agisse du milieu fermé ou du milieu ouvert. Les justiciables considèrent, et ça a été rappelé dans les travaux menés par le Sénat, notamment une grande enquête qui a été faite il y a à peu près 1 an sur la perte de confiance des justiciables dans la justice, où il apparaissait que plus de 50% des justiciables ne croyaient plus, entre guillemets, dans la justice. Pour les professionnels, c'est une perte de sens, c'est-à-dire un questionnement même sur le rôle de l'institution judiciaire. Comme je l'ai indiqué, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a des moyens qui ont été donnés à la justice, c'est indéniable ces dernières années, mais en dépit de tout cela, ça ne fonctionne pas, et surtout en dépit d'un engagement extrêmement fort des magistrats et des fonctionnaires de justice. Et le constat que nous avons fait, c'est qu'il n'y a jamais eu ou rarement eu une approche que l'on a qualifiée de systémique, une approche globale. Ça a toujours été une approche sectorielle. Par exemple, on se rend compte que l'application des peines, que la prise en charge des peines par le juge, l'application des peines ne fonctionne pas toujours très bien, qu'il faut attendre un certain temps. Donc l'idée, ça a été qu'il y ait une procédure qui permette aux tribunaux correctionnels d'aménager les peines à l'audience. En fait, ça ne fonctionne pas très bien pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de dossiers à l'audience et que les audiences sont tardives. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais cet exemple montre qu'il y a vraiment des essais depuis de nombreuses années de réformer l'institution judiciaire. On n'y arrive pas parce qu'on n'examine qu'une toute petite partie du problème, et notamment il y a quelques années, on a voulu déjudiciariser. Très rapidement, le comité des États généraux s'est rendu compte que c'était impossible d'aller plus loin dans la déjudiciarisation pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'outils de pilotage, d'outils statistiques dignes de ce nom, qui permettent de savoir, si on déjudiciarise par exemple les pensions alimentaires, combien ça représente de dossiers, alors qu'on sait que ça représente 25% des dossiers en matière civile. Autre constat que nous avons fait, qui est très important, un pilotage administratif et budgétaire déficient, un sous-investissement chronique, en particulier en ce qui concerne l'informatique, avec des applications obsolètes et une inflation de textes. Dans notre rapport, on a évoqué le nombre de réformes concernant notamment le code pénal, le code de procédure pénale. Dès qu'il y a un problème dans la société, il y a un texte, mais c'est un empilement de textes et souvent un problème d'application de la loi dans le temps, au moins en matière civile. Donc après ce constat sévère, des propositions ont été faites. Il y a la question des moyens que nous avons chiffrés, 1500 magistrats, 2500 fonctionnaires, des adjoints administratifs, en support aussi des applications informatiques et 2500 juristes assistants. Mais ces moyens ne suffisent pas parce qu'il faut clarifier le rôle de la justice dans la société. L'un des écueils fondamentaux de toutes les réformes jusqu'à présent,
sauf ça avait été vu dans le rapport de la commission des lois du Sénat, c'est à quoi sert un juge ? À quoi sert un avocat ? À quoi sert un procureur de la République ? Quel est son office ? Quel est l'office d'un greffier ? Et on a mesuré dans le rapport du comité à quel point l'office du juge civil avait changé. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'était un juge qui appliquait et tranchait, et qui appliquait la loi qui tranchait. Bon, le juge continue à le faire, mais il y a un office extrêmement important du juge actuellement qui est un office protecteur, c'est-à-dire des audiences de cabinet sans robe et très proche du citoyen. Et c'est cette justice-là qui est critiquée par les citoyens comme étant trop lente, peut-être trop chère également. Donc la première question, avant toute réforme, c'est quel est l'office du juge, quel est l'office des professionnels du droit. Et une fois qu'on y voit clair, on peut procéder à des réformes institutionnelles. Le rapport du comité des États généraux, donc ça n'engage que moi, c'est pas un rapport révolutionnaire en ce sens qu'on n'a pas proposé un conseil de justice comme ça existe dans beaucoup de pays. On n'a pas proposé une séparation du siège et du parquet comme ça existe dans beaucoup de pays. C'est un rapport pragmatique mais qui est, je dirais, révolutionnaire par son approche, qui est une approche d'ensemble. Donc, pas de conseil de justice proposé pour administrer les biens de la justice, mais une évolution du rôle du Conseil supérieur de la magistrature, une réarticulation de la responsabilité politique, responsabilité pénale, une augmentation des ressources de la justice qui est absolument indispensable. L'équipe autour du magistrat, on en parle beaucoup. Il y a eu un rapport déposé par Madame Dominique Lotin, qui était membre du Conseil constitutionnel, sur l'équipe autour du magistrat, mais qui est que l'un des aspects de la réforme. C'est pas tout. C'est pas parce qu'il y aura une équipe autour du magistrat que l'ensemble des problèmes de la justice sera solutionné. Des propositions sur le recrutement dans la magistrature, des propositions sur l'informatique dont il est urgent de faire évoluer les systèmes, faire évoluer les organisations territoriales. Nous n'avons pas été partisans de supprimer des juridictions, c'est pas du tout dans cet esprit-là. On croit beaucoup à la justice de proximité, en même temps à la spécialisation des contentieux. L'idée, c'était plutôt de faire évoluer les organisations d'un point de vue budgétaire. Le rapport du Sénat l'avait dit en 2017, il y a eu un rapport également de la Cour des comptes. Un point également important, c'est l'éducation au droit et la politique d'accès au droit. Nous avons mesuré à quel point dans les établissements scolaires il y a une éducation à la citoyenneté qui est prévue, mais ce que nous avons mesuré, c'est que dans les faits, pour des raisons conjoncturelle, cette éducation n'est pas forcément très efficiente. Et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites et aussi une proposition très importante que l'institution judiciaire communique mieux. Nous avons la culture de l'obligation de réserve et collectivement, nous communiquons assez mal sur ce que nous faisons. Peut-être pour terminer mon intervention, un focus sur la justice civile. Ce qui est marquant dans l'institution judiciaire, c'est qu'il y a très peu d'observateurs capables d'observer sur une période de 30 ans les grandes évolutions. Une grande évolution, il y a 30 ans, il n'y avait pratiquement que des magistrats civilistes. Actuellement, il y a beaucoup de magistrats pénalistes et de moins en moins de magistrats civilistes. Dans un contexte où il y a eu un large accès de la justice à la justice du quotidien, donc beaucoup de contentieux numériquement importants qu'on peut qualifier aussi de contentieux de masse, mais qui humainement sont très complexes à gérer. C'est ce que j'évoquais, ce sont les audiences de cabinet. Ce qui fait que l'aspect spécialisation des magistrats pour les matières complexes
est de moins en moins important, les magistrats étant très pris par la justice du quotidien, sauf à la Cour d'appel de Paris essentiellement, un peu à Versailles et sauf à la Cour de cassation. La justice civile dans les juridictions de première instance représente 60% du contentieux, en Cour d'appel 75 à 80%, et dans ces 75 à 80%, le contentieux social en Cour d'appel représente la moitié du contentieux, avec un très fort taux d'appel des conseils des prud'hommes. La justice civile s'est lentement dégradée depuis une quinzaine d'années en raison de multiples facteurs. Il y a eu un excellent rapport de l'Inspection générale de la justice, malheureusement qui n'a pas été rendu public, sur l'attractivité des fonctions civiles, qui expose l'ensemble de la problématique. Les causes sont multiples, une pénalisation de la société, le fait qu'il y a eu beaucoup de contentieux numériquement importants que devaient traiter les juridictions, dans un contexte de sous-dotation importante de la justice. L'ensemble de ces facteurs a eu comme conséquence, il y a 30 ans, pratiquement toutes les audiences étaient collégiales en première instance et actuellement c'est essentiellement du juge unique. Et compte tenu de la carte judiciaire, il y a beaucoup de petites juridictions, de petites structures où des jeunes magistrats président l'audience civile ou statuent seuls en matière civile. Donc le comité des États généraux a proposé de redonner la priorité à la première instance, ce qui n'est plus le cas actuellement, avec un taux d'appel qui peut varier de 14 à 60-70% en matière pénale, qui est une vraie politique publique civile à mettre en place. On parle beaucoup de la politique pénale, mais je ne suis pas sûre qu'un garde des Sceaux ait été entendu par les commissions des lois sur la politique civile menée au ministère de la Justice. Un élément également important, développer les modes alternatifs de règlement des différends. Les modes alternatifs, ça n'est pas un pis-aller pour traiter les stocks dans les juridictions. C'est une vraie politique et sortir de cette culture du conflit que nous avons souvent en France, et nous n'avons pas cette démarche première de la conciliation et de la médiation. Pour résumer ce rapport, c'est d'avoir une vision globale quand on réforme, de se poser les questions sur quel est l'office d'un juge, d'un procureur, d'un avocat, de ne plus réformer par secteur et de changer totalement d'état d'esprit. Et si on ne le fait pas, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, c'est que la crise était déjà importante il y a 10 ans et elle ne fait que s'aggraver. Et plus ça continuera, plus la crise s'aggravera si on n'a pas cette idée globale de réforme de l'institution. Et il y a beaucoup de parties prenantes. Il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a les professionnels du droit, les citoyens. Et ce qui est très compliqué, c'est que tout le monde ensemble aille dans la même direction. Merci, Madame la Première Présidente. Avant de passer la parole à Monsieur Molins, je voudrais vous indiquer quand même que notre audition est retransmise en direct sur le site Internet du Sénat, pour que chacun le sache, et qu'elle s'inscrit aussi dans la préparation du débat sur la justice que nous aurons qui aura lieu en séance publique le 4 octobre prochain. Donc on est aussi dans cette logique. Monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Je m'inscris sans aucune réserve dans ce que vient de vous dire Madame Arens. En préambule, je voudrais peut-être souligner d'ailleurs sous votre contrôle, puisque vous en faisiez partie, que l'exercice n'allait pas de soi. Je pense que ça a été un exercice de qualité, un exercice riche. Un exercice qui n'allait pas de soi parce qu'il y avait quand même un certain nombre de personnalités très différentes au sein du comité, des hauts fonctionnaires, des magistrats, des personnalités politiques, des avocats, un ambassadeur, des professeurs. C'était pas évident. Et pour autant, je pense qu'on a toujours assisté à des débats de qualité. Il n'y a jamais eu, contrairement à ce que j'ai pu lire un jour dans un périodique, de querelle de chiffonnier. C'est totalement faux. Et la preuve en est que, comme toujours dans ce genre de travail, il y a des sujets plus ou moins clivants. Tout le monde aura pu noter qu'il y a des sujets qui ont pu faire l'unanimité. Il y a des sujets qui ont donné lieu à des opinions majoritaires, minoritaires. Il n'y a jamais eu, c'est un exemple à mon avis qui est assez fort, d'expression
d'opinions dissidentes par rapport à certaines conclusions, ce qui montre quand même un socle minimal de consensus sur à la fois la méthode et puis le résultat auquel on est parvenu. Alors je vais vous parler moi très rapidement de la procédure pénale, qui n'est pas, je dis les choses très franchement, le sujet, j'allais dire, le plus riche en termes de propositions formulées, mais ça s'explique très bien, je vais essayer de vous dire pourquoi. On ne peut, je pense, lire les conclusions du rapport du comité qu'à la lumière des conclusions du groupe de travail procédure pénale, dont il faut dire que, sans vouloir reprendre toutes les propositions qu'il avait pu formuler, il s'était prononcé lui aussi dans sa majorité pour le maintien du juge d'instruction, avec toutefois une proposition assez innovante qui consistait à créer un nouveau cadre d'enquête à travers une comparution aux fins d'enquête complémentaire qui aurait permis au parquet, en cours d'enquête, de faire déférer la personne devant lui, de lui notifier un certain nombre de charges, de l'interroger, et puis après de poursuivre l'enquête sous le contrôle d'un juge. Il y avait aussi un certain nombre de propositions pour rénover les délais d'instruction, pour parachever le contradictoire, pour améliorer la qualité de l'investigation. Exemple, passer la durée de la flagrance à 15 jours au lieu de 8 jours. Et puis enfin, une nouvelle mesure phare dans l'évolution des pouvoirs conférés au parquet, c'était la création d'une mesure transactionnelle qui aurait permis, avec l'accord de la personne concernée, de décider de mettre en œuvre des mesures transactionnelles, avec notamment des amendes de composition, qui auraient pu donc être mises en œuvre avec l'accord de la personne poursuivie, et en cas contraire de revenir dans les modes classiques d'orientation des poursuites. Le comité s'est donc prononcé par rapport à tout ça, et sans aller dans le détail de certaines des mesures qui avaient été proposées par le groupe de travail, a voulu proclamer son attachement à un certain nombre de choses. Vous noterez que les polémiques sur la réforme de la police judiciaire n'avaient pas encore commencé lorsqu'on a travaillé. La première accroche de la procédure pénale dans notre rapport a consisté à marquer l'attachement du comité au respect du principe de la direction de la police judiciaire par les magistrats. C'est quelque chose qui prend plus d'actualité depuis quelques semaines. C'est effectivement un principe à valeur constitutionnelle, donc c'était peut-être effectivement important de le rappeler. Le comité a surtout voulu assumer une différence forte par rapport à ce qui avait été dans le groupe de travail, c'est autour de cette notion de simplification. Il a pris à son compte le fait que la complexification à laquelle on assiste depuis 20 ans dans la procédure pénale résulte d'abord et en partie d'un renforcement de la garantie des droits. Et que si, bien sûr, l'architecture et la lisibilité du code de procédure pénale peuvent et doivent être améliorées, la simplification ne peut pas déboucher sur un affaiblissement de ces garanties, et qu'en particulier, la présomption d'innocence, le droit au procès équitable, le délai raisonnable et les droits de la défense ne pourraient pas se trouver écornés ou diminués au prétexte d'une nécessaire simplification du code de procédure pénale. C'est toutes les limites, effectivement, de cet impératif de simplification. Le groupe de travail, le comité a donc estimé, c'est une des grandes idées, c'est ce qui explique peut-être que sous le contrôle de mes collègues, on n'ait pas pu aller trop loin dans la réflexion. Le comité a estimé qu'il était aujourd'hui indispensable de refondre le code de procédure pénale. Je dis bien refondre, c'est le mot qu'on a employé. C'est quelque chose, je pense, qui va au-delà de la simple dimension codification-simplification, même si on a estimé qu'une simple recodification en droit constant constituerait à elle seule un chantier pluriannuel. On s'est donc tous accordés sur le fait que ce code était frappé aujourd'hui par son inadéquation, qu'il était devenu illisible et peu praticable. On a évoqué notamment l'évolution entre 2008 et 2022, 14 ans, un code qui passe de 1700 articles à 2400, donc 700 articles de plus en 14 ans, ce qui est quand même considérable. Donc peu de lisibilité, problème de cohérence et nécessité d'une grande stabilité.
qui conduit en réalité, là aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans les travaux du comité, qui conduit à la nécessité de s'inscrire dans une démarche systémique qui s'attache au fond des choses avec une vision globale et qui amène à s'inscrire dans une logique de long terme compte tenu des délais probables de réécriture. C'est ce que nous avons repris à notre compte et c'est un avis du groupe de travail que le comité a donc entièrement partagé. Donc on a délibéré sur un certain nombre de questions essentielles que devrait trancher le nouveau code de procédure pénale. Alors la première qui a donné lieu à une opinion majoritaire, c'est le maintien du juge d'instruction. Je pense qu'on a tous eu conscience, il y a eu d'ailleurs des opinions là-dessus, qu'on vit dans un paysage qui est quand même assez particulier puisqu'il y a 3 cadres d'enquête et d'investigation qui coexistent avec l'enquête préliminaire, l'enquête en flagrance et l'instruction, avec 97% des dossiers qui sont traités par le parquet, une instruction qui ne rassemble plus que 3% des affaires, et donc un cadre, j'allais dire, juridique dans lequel on s'inscrit, et qui voit que les droits des gens et les procédures ne sont pas identiques dans chacun de ces 3 cadres d'enquête. On est, malgré tout, c'est pas une unanimité, mais c'est une majorité. On a manifesté notre attachement à l'office du juge d'instruction, dont on a voulu affirmer et souligner l'expertise, la réactivité et l'efficacité, particulièrement dans les domaines des affaires criminelles, de la grande criminalité, du terrorisme et de la criminalité cyber et de la criminalité financière. Il nous a aussi paru évident que la disparition du juge d'instruction serait d'autant plus difficile à mettre en œuvre au profit finalement d'un ministère public dont tout le monde s'accorde à reconnaître que ces garanties statutaires sont insuffisantes et ça serait effectivement problématique de remplacer l'office d'un juge par un parquetier qui ne bénéficie pas effectivement du même statut. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est frappé du bon sens et qui donc s'est traduit par une opinion majoritaire au sein du comité. Le comité, en réalité, a voulu défendre, on oppose toujours le système accusatoire au système inquisitoire, on est en France dans un système mixte, qui finalement emprunte à la fois au modèle inquisitoire et au modèle accusatoire. On a voulu défendre ce modèle mixte qui nous paraît garantir une part importante du contradictoire dans la phase préparatoire au procès pénal et qui nous paraît être celui aussi qui garantit le mieux, j'allais dire, l'égalité des droits et l'accès à la justice, contrairement à d'autres systèmes, je pense notamment au système américain, où l'égalité est loin d'être identique. On a estimé, dans le cadre de ce maintien du juge d'instruction, que n'était pas souhaitable la création de la nouvelle procédure intermédiaire que j'évoquais tout à l'heure, qui était souhaitée par le groupe de travail, donc créer un nouveau cadre d'enquête avec une enquête complémentaire. On a estimé que ça risquait de complexifier encore davantage les cadres juridiques existants et que pour cette raison, ça n'était donc pas souhaitable. On a aussi estimé que, compte tenu du fonctionnement de la justice, on ne pouvait pas se priver aujourd'hui d'une réflexion de fond sur la question de la tenue des audiences de comparution immédiate, qu'on retrouve d'ailleurs dans les mécanismes qui sont aussi qui expliquent aussi au moins en partie la surpopulation pénitentiaire à travers l'augmentation des peines de prison qui sont données, contrairement à ce qu'on pourrait croire au travers des faux procès et des procès d'intention qu'on entend souvent sur le laxisme de la justice. Les peines de prison, dans leur moyenne, ont augmenté de quasiment 2 mois en l'espace de quelques années. Donc là aussi, ça tord le cou à ce reproche-là. Pour autant, il y a un vrai sujet sur ces audiences de comparution immédiate à travers effectivement le recours à des procédures de plus en plus rapides et à des audiences dont un certain nombre d'acteurs ont souligné le caractère tardif et les mauvaises conditions dans lesquelles effectivement la justice pénale pouvait être amenée à fonctionner aujourd'hui. On a aussi souhaité une réflexion sur le déroulement de l'audience devant le tribunal criminel départemental. Dans le cadre de la réécriture du code de procédure pénale, ça prend aussi du sens, puisqu'effectivement on était sur un schéma d'expérimentation
qui a été finalement clos avant de venir au terme de l'expérimentation et qui s'est traduit par la généralisation. Donc je pense que cette appréciation prend un certain relief au regard effectivement de la précipitation, en tout cas l'accélération du processus qui a été choisi par le législateur. Enfin, ça aussi c'est quelque chose d'assez fort. Le comité, je crois d'ailleurs sous le contrôle de mes collègues, je crois qu'il y a quasiment une unanimité là-dessus, on n'a pas estimé souhaitable d'aller encore plus loin dans les pouvoirs donnés au parquet. On trouve qu'au regard des équilibres institutionnels auxquels on arrive aujourd'hui, des garanties statutaires du ministère public, il ne nous a pas paru opportun et souhaitable d'aller encore plus loin et d'aller jusqu'à conférer la décision et la mise en œuvre par le ministère public d'une mesure d'ordre transactionnel. On pense que ça ne pourrait que venir brouiller encore davantage le paysage institutionnel et brouiller encore davantage l'office du parquet et l'office du juge. Dernière chose que je soulignerai, et en ayant encore une fois conscience des limites, mais elle s'explique très bien, on n'a pas su en réalité, tout comme d'ailleurs le groupe de travail, résoudre le choix qui pouvait s'opérer entre un certain nombre de modèles et notamment un certain nombre de cadres d'enquête, et notamment une grande question qui s'est posée à la fois au groupe et au comité, est-ce qu'il faut fusionner les cadres d'enquête? Bon, il y a bien sûr le maintien ou la suppression du juge d'instruction, mais faut-il ou pas fusionner les cadres d'enquête de la flagrance et de l'enquête préliminaire? Et si on les fusionne, dans quel sens faut-il aller? Faut-il aller vers la généralisation du cadre de l'enquête préliminaire, ou au contraire, ce que souhaitent certains, ou faut-il, au contraire, aller, ce que souhaitent d'autres, comme notamment le directeur général de la police nationale, lorsqu'on l'a entendu, fusionner pour qu'on ait un seul cadre qui serait l'enquête de flagrance. On n'a pas pu et souhaité répondre à cette question parce qu'on se rend compte que quand on pousse les feux de la réflexion, on n'a pas en réalité aujourd'hui d'éléments suffisants en termes d'études d'impact sur les conséquences précises et profondes que pourrait comporter le choix d'une solution ou de l'autre. Donc on a estimé, et ça aussi, c'est pas pour le comité une façon de se défausser, c'est au contraire, j'allais dire, une preuve du sérieux dans lequel du sérieux de sa réflexion. Le comité a estimé qu'il était absolument aujourd'hui indispensable, avant toute réécriture du Code de procédure pénale, d'avoir mise en œuvre par le ministère de la Justice une étude d'impact qui soit extrêmement fouillée et approfondie pour qu'on mesure bien les conséquences de ces choix, parce que les questions paraissent faciles, on s'aperçoit en réalité que le diable se niche véritablement dans les détails et que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Donc ça nous semble effectivement un exercice préalable qui doit intervenir avant toute réflexion de fond sur, effectivement, auquel pourrait conduire une réécriture. Voilà, je ne suis pas exhaustif dans tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de vous résumer l'ensemble, effectivement, des réflexions sur un plan général du Code. Je ne suis pas rentré dans le détail. Il y a aussi, je ne vais pas aborder un certain nombre de choses qui sont dans le groupe de travail procédure pénale, qui sont en réalité, quand on regarde bien, mais ça je pense que la commission des lois le sait beaucoup mieux que moi, on retrouve un certain nombre de mesures que certains acteurs avaient essayé de mettre dans la loi de 2019 et qui sont restés à la porte, effectivement, qui n'ont pas été repris par les parlementaires. Donc je pense qu'il y a des choses que certains ont voulu essayer de remettre dans la seringue. Hein. Je ne veux pas perdre de temps à revenir sur ces choses que tout le monde connaît, dont vous avez déjà eu l'occasion de parler. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le procureur général. Et la parole à Maître Gavaudan, qui est le président du Conseil national des barreaux. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, quelques éléments simplement sans rallonger. Je souscris à ce qui a été dit par Madame la Première Présidente et Monsieur le Procureur Général. Il n'y a rien à dire. Je voudrais faire trois observations. La première sur le contexte et l'état d'esprit qui a été rappelé par Madame la Première Présidente, dans lequel sont inscrits ces États généraux et le travail effectué par le Comité des États généraux, qui est un comité totalement indépendant, et nous avons tenu à cette indépendance. L'état d'esprit qui a mené nos travaux et qui finalement
non seulement à mener des travaux, mais c'est celui que nous avons recueilli des personnes que nous avons entendues, et même des groupes de travail, est assez à contre-courant de ce qui s'est fait jusqu'à présent dans le cadre des réformes de la justice. Je le souvenir, il n'y a pas si longtemps, pour la réforme qui avait été menée par Mme Belloubet, dans cette même salle, sur un certain nombre d'auditions auprès de votre commission, à qui je n'apprendrai rien, de ce que nous souffrions d'une vision utilitariste du système judiciaire, déjudiciarisation, conciliation obligatoire par voie de legal tech payante, faisant fi à la fois de la fracture numérique et puis de l'incapacité du citoyen à connaître comment on saisit éventuellement une juridiction, voire un médiateur. On craignait les problématiques de carte judiciaire, de suppression de juridiction, qu'on voulait spécialiser de manière départementale, ce qui pouvait faire craindre l'assèchement d'un certain nombre de matières dans certaines juridictions et donc leur dévitalisation totale. Le juge staccanoviste, l'avocat renvoyé dans ses corps d'auxiliaire de justice qui doit se plier à une procédure civile de plus en plus compliquée. Bref, nous étions dans l'utilitarisme. Les réflexions, les travaux, à partir d'ailleurs de ce qui a été présenté au président de la République par Madame la Présidente, la Première Présidente et Monsieur le Procureur Général, étaient tout autres. Un constat de quasi-épuisement qui a été admis, qui a été accepté. Un manque de moyens, c'est pas simplement sur ce point que nous avons travaillé, mais il fallait que ce constat soit dressé. Une détresse des magistrats qui tiennent, et des personnels de grève et greffiers qui tiennent l'institution judiciaire, et en miroir aussi la souffrance qui a été exprimée et qui a pu valablement s'exprimer par les professionnels du droit, et en premier les avocats qui, effectivement, sont eux aussi potentiellement les victimes de cette dégradation. L'état d'esprit aussi était intéressant parce que pour la première fois, du côté de la magistrature, je crois que c'est important de le dire à votre commission, il y a eu la reconnaissance de cette difficulté. Pas simplement des juges de terrain, mais aussi des chefs de juridiction qui connaissent bien le terrain, c'est pas ce que je veux dire, qui ont admis effectivement qu'au bout d'un moment, on n'aurait plus à tenir et qu'il fallait un peu de souplesse, un peu de liberté, un peu de moyens, un peu de possibilité de réorganiser les choses. Ça a été admis et je crois que c'est un point très important. Et puis aussi la conviction que tout cela se fait non pas pour l'institution judiciaire, non pas pour l'autorité judiciaire. On a beaucoup les uns et les autres insisté sur le fait qu'il s'agissait bien d'une autorité et qui, si elle est malmenée, a des impacts sur la respiration de la démocratie. Vous l'avez rappelé, Madame la Première Présidente, mais c'est un point important. Une justice malmenée, c'est une justice qui n'est plus indépendante, un juge qui ne peut pas trancher parce qu'il n'a pas les moyens, en matière civile comme en matière pénale, c'est une justice qui n'a plus d'indépendance. Tout ça a été évoqué et c'était important parce que le cœur de nos préoccupations, c'est la fin de mon premier point, c'était, comme ça l'est pour vous, je pense, le justiciable. Et les présentations qui sont faites sont assez techniques parce que nous sommes finalement des techniciens. Mais ce qui a mené nos débats, essentiellement, c'est vraiment le citoyen et la République. Cet état d'esprit a permis de libérer un certain nombre de sujets. En matière de procédure civile, je pense que, mais là aussi, ce n'est pas tellement nouveau, mais ça a été finalement acté. Il faut s'intéresser à la justice civile. Il faut lui donner les moyens, il faut s'intéresser aux juges, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là d'aspect sociologique, c'est-à-dire quels sont les profils des magistrats qui sortent de l'École nationale de la magistrature, quels sont les profils des magistrats qui vont être intégrés dans la magistrature, les jeunes sont-ils encore en capacité ou ont-ils le souhait ou l'énergie de travailler et de tenir des audiences correctionnelles jusqu'à 23 heures. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été actés, entendus et sur lesquels nous avons avancé. Réforme de la procédure civile, éventuellement. Réforme de la procédure d'appel, qui peut se faire par voie réglementaire, nous l'avons évoqué. Il y a eu consensus aussi sur ces questions-là. Non pas pour libérer la possibilité des avocats de multiplier les actes de procédure, mais parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les choses procédurales ne permettent pas de gagner du temps ou d'avancer. Repositionner le magistrat, redonner de la valeur au juge de première instance, toutes choses qui méritaient d'être dites. Et puis aussi, en tout cas pour la profession d'avocat, rappeler que pour nous, l'office du juge est très important et qu'il y a à avoir des réflexions sur l'office du juge, mais que nous préférons toujours que ce soit le juge qui, au total, décide, pas simplement tranche le litige, mais aussi soit le maître de l'organisation judiciaire.
Et je crois que c'était très important parce que c'était très nouveau. Vous avez évoqué, Madame la Première Présidente, la question des modes alternatifs de règlement des différends ou des litiges. C'est vrai qu'on a admis que ce n'était pas la panacée et que les modes de règlement des différends ne sont pas là pour éviter la saisine du juge. Ils sont là pour accompagner le justiciable. Et d'ailleurs, nous essayons dans la profession d'avocat de désormais éviter le terme qui va encore changer de mode alternatif de règlement des différends pour dire des modes de règlement des différends. Il faut que nous changions nous-mêmes nos pratiques, notre vision des choses. Ce n'est pas alternatif, c'est à côté de la saisine du juge. Sur la procédure pénale, je n'en rajoute pas. Ce qui était très important aussi dans nos débats, et c'est important de le dire ici dans cette commission des lois très attachée aux libertés publiques et individuelles, il n'a jamais été question, et pour nous ça a été très important, dans nos débats sur le juge d'instruction, dans nos débats sur la procédure, sur l'enquête, dans nos débats sur une éventuelle réforme du code de procédure pénale, dans nos débats sur les traitements notamment des matières correctionnelles, ce qui était très important, c'était le citoyen, le présumé innocent, les droits de la défense, et sous l'autorité judiciaire, et pas, par exemple, sous une autorité administrative. Nous avons, aujourd'hui, peut-être nous dirions différemment, mais nous avons aussi évoqué la place du parquet, mais aussi la place de la police administrative. Et je confirme ce que vient de dire le procureur général, nous ne l'avions pas exprimé, ou nous l'aurions exprimé différemment, mais en tout cas, nous sommes tous très attachés, c'est un consensus, à ce que la police judiciaire soit effectivement rattachée aux magistrats, parce que ce sont eux qui sont d'abord et avant tout les garants des libertés individuelles. Merci, Monsieur le Président. Avant de donner la parole au Président Sauvé, je voudrais quand même rappeler, pour avoir en tête un chiffre qui date de 2019, la justice civile, c'est plus de 2 200 000 décisions pour l'année 2019. La justice pénale, c'est un peu plus de 800 000. Pour distinguer, pour bien peser les choses. Et l'opinion publique se forme sur la justice pénale. Mais c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Monsieur le Président Sauvé, vous avez la parole. Je voudrais d'abord souligner que je suis complètement d'accord avec mes collègues qui se sont exprimés auparavant et qui ne se sont pas exprimés à titre personnel, mais qui ont bien rendu compte du rapport. Je me contenterai, pour éviter des redites, de quelques notations. D'abord, sur la crise de la justice. Il faut bien voir que nous sommes dans notre pays confrontés à une double crise, une crise universelle et une crise nationale. La crise universelle, c'est la crise de l'autorité judiciaire, de ce pouvoir public constitutionnel qui est inséparable de la démocratie et de l'état de droit. Tout ceci est lié au rôle croissant du juge dans nos sociétés. Le juge appliquait la loi, disons, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il est devenu l'interprète de la loi. Désormais, il est juge de la loi, notamment au travers du contrôle de conventionnalité. Nous savons tous qu'aujourd'hui, aucune décision de politique publique ne peut être prise sans considération de la manière dont un juge national ou européen appréciera cette décision. C'est une expérience quotidienne que nous faisons, y compris par exemple sur la possibilité de réformer les retraites par la voie de la loi de financement de la sécurité sociale, pour prendre le dernier exemple. Le juge, en fait, co-construit le droit dans tous les pays. Et ceci introduit une rupture dans le fonctionnement des pouvoirs publics. Ça se traduit par une judiciarisation de la vie publique en France et dans tous les États. Et ceci crée des turbulences et des tensions dans la totalité des pays. Je n'en connais qu'un seul qui soit épargné par ces turbulences, c'est l'Allemagne. Mais elle a fait une expérience historique au XXe siècle qui met l'institution judiciaire tout à fait à part et incontestée. Crise de l'autorité judiciaire, crise du service public de la justice. Alors, tout a été dit, mais je voudrais quand même souligner qu'elle est très paradoxale.
puisque la demande de justice au cours de la dernière décennie n'a pas augmenté substantiellement, mais que les délais et les stocks ont augmenté pour différentes raisons qui sont notamment liées à la complexification du droit et la difficulté particulière des affaires. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'allongement des délais, nous le constatons dans le champ civil, dans le champ pénal, dans le champ de la justice de protection, qui, d'une certaine manière, dysfonctionne également. Nous avons un retard dans l'exécution des décisions de la justice pénale et de protection. Tous ces points sont majeurs et je voulais les souligner. Et puis, il y a un malaise sur une justice qui est peu compréhensible et accessible. En ce qui concerne le diagnostic, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit la première présidente. Nous avons nommé une question qui a été soigneusement dissimulée, je crois, par le pouvoir exécutif au cours des 2 dernières décennies, pas dans les rapports parlementaires, c'est le déficit des moyens. Cette insuffisance a été niée officiellement, mais en fait avouée au travers des tentatives de déjudiciarisation des 20 dernières années. Le problème qui se pose n'est pas seulement celui des moyens, c'est aussi celui de l'incapacité à penser la justice de manière systémique et à la gérer de manière rationnelle. Les réformes de la justice, souvent utiles dans leur inspiration, ont trop consisté dans un égrenage de mesures ponctuelles. Et au fond, on a appliqué quelques rustines à un dispositif qui s'enfonçait petit à petit. Les réformes ont aussi été largement déconnectées des conditions de leur application. Le ministère de la Justice est le temple du légicentrisme. Et j'ai pu constater que 40 ans après les 7 années que j'ai passées à la chancellerie dans les années 80, en réalité, rien n'avait changé. Il y a également, sur le plan de la gestion de la justice, des problèmes majeurs. Je parle bien sûr d'une organisation déconcentrée qui n'est pas lisible, qui n'est pas compréhensible, mais aussi de l'insuffisance du management. Il n'y a pas de pilotage cohérent de l'institution, il n'y a pas de gestion des ressources humaines digne de ce nom. Et il faut porter remède à cette situation. Alors, quant à la réforme qui est proposée par le comité, quant aux réformes qui sont proposées par le comité, il faut être au clair sur le positionnement de la justice dans la société et par rapport aux autres pouvoirs publics. Comme l'a dit auparavant la première présidente, nous ne proposons pas de conseil de justice, ni de séparation entre le siège et le parquet. Nous ne proposons pas non plus de remettre en cause le principe de la gestion administrative et financière de la justice par le gouvernement sous le contrôle du Parlement. Mais il y a des réformes importantes à mener, notamment sur le statut du parquet. Cette réforme qui a été envisagée et même préparée en 2000, moi j'ai soumis au président de la République un décret de convocation du Congrès et j'ai dû quelques semaines ensuite soumettre un deuxième décret de démontage du Congrès. C'est la seule fois dans l'histoire de la République qu'un tel acte a été pris. Voilà, nous proposons aussi de revoir un certain nombre d'équilibres au sein du CSM et en particulier de la commission d'avancement. Il faut aussi
C'est un sujet un peu périphérique, mais très sensible, revoir la responsabilité pénale des décideurs publics, en particulier des membres du gouvernement. Il faut supprimer la Cour de justice de la République et aménager les règles de fond de la responsabilité pénale quand les actes mis en cause découlent directement de la mise en œuvre par les ministres et leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Je n'insiste pas sur le renforcement de la première instance. La première présidente a dit tout ce qui était nécessaire. C'est un point fondamental du rapport. Je voudrais souligner de manière plus technique le besoin de professionnaliser la gestion des ressources humaines. Il faut que ces ressources soient gérées et qu'elles soient mieux réparties en introduisant une vision de moyen et long terme avec des référentiels d'activité. Il faut aussi diversifier le recrutement et ouvrir la formation des magistrats. Il faut évaluer et refonder l'évaluation des chefs de juridiction, évaluer aussi les premiers présidents de cour d'appel et les magistrats de la Cour de cassation qui ne le sont pas. Bien sûr, la stratégie numérique doit être refondue. Il faut vraiment refonder la maîtrise d'ouvrage de ces applications et renforcer la place du numérique dans la conception des réformes et aussi dans les directions métiers du ministère de la Justice, la direction des affaires civiles, la direction des affaires criminelles et pas seulement l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, des réformes sectorielles sont indispensables. Je ne reviens pas sur la nécessité de mettre en place une véritable politique publique de la justice civile. C'est un point fondamental. La justice civile, qui était la première branche de la justice, la plus noble, est aujourd'hui totalement sinistrée. Dans ce contexte-là, j'ai oublié sur les réformes statutaires, il est indispensable de séparer le grade et l'emploi, notamment pour permettre de renforcer la première instance avec des magistrats seniors, des magistrats capés, expérimentés. Il faut, alors pour la justice économique et sociale, nous en avons peu parlé, mais nous avons tout un ensemble de propositions sur la justice du travail, des conseils de prud'homme, et la justice commerciale avec l'expérimentation de tribunaux des affaires économiques et aussi l'expérimentation de la participation des parties au financement de la justice dans le cadre de la justice économique. Voilà, sur la procédure pénale, le procureur général a tout dit et je ne saurais mieux m'exprimer que lui. Je voudrais, sur les questions pénitentiaires, rappeler que nous avons pris position, peut-être on jugera notre rapport banal, sur le sens de la peine. C'est un point qui nous est apparu important. La peine a pour objet de sanctionner des comportements déviants. Elle a aussi pour objet de préparer la réinsertion des condamnés et elle a pour objet de réduire le risque de récidive. Dans ce contexte, nous ne proposons pas d'enchaîner les programmes de construction d'établissements pénitentiaires au-delà de ceux qui ont été décidés et qui sont en cours. Nous proposons de limiter de manière volontariste le recours aux courtes peines, de renforcer substantiellement les moyens du milieu ouvert. On évoque la possibilité de créer une agence du milieu ouvert. Nous proposons également, pour mieux articuler
le prononcé des peines et leur exécution, de faire revenir les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans les juridictions pour personnaliser les peines et permettre leur aménagement effectif ab initio. Et enfin, nous proposons, pour éviter des condamnations à répétition pour traitement inhumain et dégradant, de mettre en place un dispositif de régulation de la population carcérale qui ne soit pas un numerus clausus pur et simple. Voilà quelques-unes des perspectives que nous mettons sur la table. Merci, Monsieur le Président. Merci à chacun et chacune à vous, Madame la Présidente, et à vous, Messieurs, des propos tenus. On va ouvrir le débat et je propose de donner la parole à Madame Dominique Vérien, qui est co-rapporteur d'ailleurs avec Madame Canayer du budget de la justice. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous quatre de cette présentation à la fois synthétique mais quasi exhaustive de votre rapport qui était effectivement très intéressant et qui reprend un certain nombre de choses, comme vous l'avez dit, que nous connaissions, mais il est important que justement ces choses soient dites et remises au Président de la République et à son garde des Sceaux. J'ai plusieurs questions. Alors, je ne reviendrai pas sur l'informatique. C'est un des sujets pour lesquels nous interpellons la chancellerie depuis longtemps. Je réserve ma question pour le débat que nous aurons sur les états généraux de la justice dans notre hémicycle. Mais d'abord, je voulais savoir comment avait été reçu votre rapport, justement, et si des engagements avaient été pris de prendre en charge réellement vos préconisations. Ensuite, alors un sujet qui pourrait paraître un détail pour vous, mais qui pour nous, dans Lyon, veut dire beaucoup, vous l'aurez compris, la carte judiciaire. Avez-vous rencontré les magistrats et les avocats, justement, de Lyon par rapport à cette carte, puisque si j'ai bien lu le rapport, nous serions rattachés à Dijon. Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on lutte contre ce rattachement. Mais donc voilà, avez-vous entendu magistrats et avocats du département pour cela ? Vous parlez également de réforme de justice civile et de plus de collégialité. Je pense que c'est effectivement une très bonne chose. Est-ce que dans cette collégialité est envisagé le fait de mieux faire travailler ensemble juges aux affaires familiales et juges des enfants, qui parfois peuvent mettre 4 mois pour se passer un dossier, alors qu'on sait bien que justement au niveau d'un divorce conflictuel, les enfants ne sont pas, sont des victimes très claires de ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, à propos de victimes de violences intrafamiliales, puisque si on parle de choses qui se passent mal dans le couple, je n'ai pas du tout vu une réflexion sur ce sujet. Alors probablement n'était-elle pas dans vos lettres de mission, alors que pourtant j'ai cru comprendre que ça faisait partie d'une grande cause du quinquennat passé et du quinquennat actuel. Et pour finir, puisqu'il faut plus de moyens, avez-vous réfléchi à introduire du coup plus de mixité dans la magistrature et quels moyens pour obtenir plus de mixité dans la magistrature? Merci. Merci, Madame Vérien. Monsieur Jean-Pierre Sueur, je propose de prendre ensuite Madame Benbassa et puis Monsieur Marc-Philippe Daubresse. On donnera à nos invités la parole, puis on recommencera avec Madame Harribey, Madame Canayer, Monsieur Bonnecarrère et Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur Richard qui se rajoute. Monsieur Sueur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Président, merci pour ce rapport qui est très intéressant. C'est vrai que vous avez dit, Madame la Première Présidente, que c'était révolutionnaire que de ne pas empiler les réformes, que de ne pas être sectoriel, et qu'il était aussi tout à fait révolutionnaire qu'il n'y ait pas 700 amendements, 700 articles de plus dans les 4 ou 5 prochaines années, ce qui est en quelque sorte un conseil qui nous est amicalement donné. Je voulais poser quelques questions concrètes. D'abord, la première réaction qui a eu lieu à la suite de la publication de votre rapport, c'était la question des moyens. Vous l'avez dit. Le garde des Sceaux, naturellement, fera valoir qu'il y a 8% d'augmentation depuis 3 ans.
Nous savons que ce n'est pas suffisant et que la France reste dans les dernières places au plan européen comme au plan de l'OCDE par rapport au PIB pour les budgets attribués à la justice. Est-ce que vous avez envisagé des solutions? En particulier, ne serait-il pas raisonnable, même si c'est contraire au principe de l'annualité budgétaire, qu'il y ait une sorte de programmation sur une dizaine d'années pour rattraper le retard avec une sorte d'injonction qui s'appliquerait à tous les gouvernements? C'est sans doute un rêve, mais je me permets de l'exprimer. Deuxièmement, pour ce qui est de la répartition des magistrats entre le civil et le pénal, j'entends bien ce que vous avez dit. Quelles solutions concrètes envisagez-vous pour qu'il y ait davantage de magistrats civilistes? Est-ce que vous imaginez des systèmes qui affecteraient des postes, qui feraient qu'il y aurait une politique volontariste dans ce domaine? Troisièmement, vous avez dit, monsieur le procureur général, que la réforme du tribunal départemental criminel avait été faite dans une certaine précipitation. C'est vrai qu'on n'a pas attendu la fin de l'expérimentation pour généraliser ce système. Quel avenir voyez-vous à ce dispositif? Êtes-vous toujours partisan? Je crois l'avoir lu dans le rapport du jury populaire, ce en quoi vous rejoindriez monsieur le garde des Sceaux à l'époque où il n'était pas garde des Sceaux. Un autre point, sur la surpopulation pénitentiaire que vous venez de parler, que vous venez d'évoquer, vous avez parlé d'une régulation. Quid? Comment ça se passe concrètement, la régulation? Et sans abuser, j'avais une dernière question. Dans mon département, il y a une maison de la justice et du droit qui traite à peu près 2000 personnes qui viennent par an, avec des vidéoconférences, des visios qui vont dans tous les chefs-lieux de canton. C'est géré par une greffière qui est absolument épuisée par l'ampleur du travail. Pensez-vous qu'il y a un avenir pour ce genre de structure? Je vous remercie. Merci, monsieur Sueur. Madame Esther Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants pour leur intervention synthétique et claire. Et je voudrais toutefois poser quelques questions. Dans le rapport, vous préconisez de développer davantage le recours aux travaux d'intérêt général. En effet, cela permet une réponse pénale plus claire, plus efficace et moins coûteuse. Cela remplit une fonction de réparation et de réinsertion. C'est une véritable alternative à l'incarcération. En ce sens, y a-t-il un projet de collaboration à grande échelle entre les entreprises, les structures d'accueil et le SPIP? Une deuxième question, le coût moyen d'une année de prison pour une personne détenue est estimé, il me semble, à 32 000 €, tandis que le coût moyen annuel d'une mesure en milieu ouvert est de 1 014 €. Il est nécessaire alors de recourir à des alternatives à la détention qui, de plus, allégeraient considérablement le budget de la justice. Comment mettre donc en place et concrètement ces mesures et quand est-ce que la France va rompre avec la logique du tout carcéral? La loi de finances pour 2022 alloue aux alternatives à l'incarcération un budget stagnant à 39,8 millions d'euros, contre près d'1 milliard d'euros d'investissement immobilier pénitentiaire. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un manque d'ambition ou du moins une répartition inégale du budget de la justice? Je vous remercie. Merci Madame Benbassa. Et puis, pour terminer cette première série de questions, Monsieur Marc-Philippe Daubresse. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai une question générale de méthode et une question plus ciblée, peut-être pour le procureur général Molins, qui concerne la procédure pénale. La première de méthode, vous avez tous parlé de réforme systémique, c'est de constater qu'il y a une réforme systémique à l'étude pour la justice, mais qui en même temps
pour reprendre l'expression présidentielle, une réforme systémique de l'intérieur et de la police qui se produit. Il y a une LOPMI qui est en train d'être présentée. Cette LOPMI devrait augmenter de 25% en 5 ans les moyens du ministère de l'Intérieur. Et évidemment, vous y avez fait incidemment allusion, évidemment que dans cette LOPMI, il y a des choses qui concernent directement la justice et en particulier la procédure pénale, puisqu'il y a une réforme de la police judiciaire, une réforme générale de la police nationale, la création d'assistants d'enquête, une modification du statut des OPJ. Bref, ma question de méthode est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait utile, elle s'adresse peut-être à M. Sauvé, que le comité généraux des États généraux de la justice rencontre un comité d'orientation du Beauvau de la sécurité pour essayer de faire une réforme systémique ensemble. Enfin, c'est une question naïve que je pose. La deuxième question est plus ciblée sur Monsieur le procureur général Molins, il ne vous a pas échappé qu'au mois de juillet de cette année, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui casse finalement toutes les problématiques qui étaient liées à la possibilité pour les procureurs d'aller chercher par exemple des fadettes en saisissant des opérateurs téléphoniques sur toute une série d'infractions et de remonter des filières de délinquance, et que la législation européenne qui s'impose à la France finalement restreint cette possibilité uniquement à des crimes importants, ce qui fait que les procureurs ont attiré à plusieurs reprises la conférence des procureurs notre attention sur le fait qu'ils allaient être privés de moyens très importants en termes d'efficacité. On l'avait vu avec ma collègue Agnès Canaillet dans une législation précédente. Et à nouveau, puisque nous sommes en train de regarder la loi LOPMI, ils attirent notre attention sur le fait qu'il y a un problème majeur, ce qui supposerait une réforme soit du statut des magistrats, soit de trouver une solution autre, par exemple les JLD, qui ne semblent pas être la solution satisfaisante. Est-ce que vous avez une idée sur la manière de sortir de ce piège qui finalement est en train de restreindre considérablement le champ d'action de nos procureurs à un moment où on a besoin de lutter contre la grande délinquance? Merci, Monsieur Daubresse. Monsieur le Président, je vous laisse le soin de répartir éventuellement la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour les questions de Madame Beria, la mise en œuvre du rapport du Comité des États généraux incombe au gouvernement sous le contrôle du Parlement. Oui. La mise en œuvre du rapport du Comité des États généraux incombe au gouvernement, au garde des Sceaux, sous le contrôle du Parlement. Si vous voulez, le comité des États généraux ne va pas usurper des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas. Et maintenant, notre mission s'est terminée le 8 juillet, lorsque nous présentons le rapport. Et en réalité, elle s'est terminée le 30 avril, lorsque nous avons achevé la rédaction de ce document. En ce qui concerne la carte judiciaire, je ne répondrai pas précisément à la question qui a été posée sur le rattachement des juridictions du département de l'Yonne à la Cour d'appel de Dijon ou à la Cour d'appel de Bourges. Mais j'ai compris que notre rapport avait été compris. Je voudrais dire fondamentalement que nous ne proposons pas de fusion autoritaire de juridictions, ni en première instance, ni en appel. Et c'est ça, je dirais, la dimension fondamentale de notre rapport. Nous ne considérons pas que le salut de la justice puisse résulter d'une apparente rationalisation de la carte. En ce qui concerne les rapports entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, nous sommes extrêmement conscients de la nécessité de surmonter des obstacles incompréhensibles à la communication. Ça tient à la surcharge des magistrats, à la surcharge des greffes et à l'incommunicabilité entre les systèmes d'information. Quand on sait d'ailleurs aussi que ne communiquent pas
le système du bureau d'ordre pénal d'une part et le système de l'application des peines d'autre part, on se rend compte que la gestion de la justice est aujourd'hui une tâche quasiment impossible si on n'a pas une multitude de petites fiches cartonnées à droite et à gauche qu'on arrive plus ou moins à classer dans son bureau. En ce qui concerne les moyens, et notamment les moyens humains, je n'ai pas bien compris la question de la mixité. Je pense que la question de la mixité ne se pose pas dans l'institution judiciaire. Elle se pose peut-être de manière inversée, mais le comité ne recommande pas de numerus clausus pour garantir, je dirais, l'entrée dans la magistrature d'hommes qui seraient moins qualifiés et moins méritants que les femmes. Voilà. Donc il faut certainement qu'il y ait un équilibre, mais qu'on tienne compte d'abord du mérite. Comment ? Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas certain que c'était que la mixité homme-femme, c'était une mixité sociale. À cet égard, il y a une proposition d'intégration, et ça en a été très favorable, je le dis pour la profession d'avocat, c'est qu'effectivement, il y a déjà une forme de mixité, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'un taux important de magistrats compose la magistrature sans être passé par l'École nationale de magistrature, la moitié, me dit Madame Arens. Et puis, il y a des propositions qui sont faites, d'ailleurs on en parle avec le garde des Sceaux pour fluidifier effectivement, notamment avec la profession d'avocat, l'intégration. Pour répondre à Madame la sénatrice, j'ai le sentiment quand même qu'au niveau du recrutement, en tout cas à l'École de la magistrature, la mixité sociale, si c'est de ça dont vous vouliez parler, par exemple, semble-t-il assurée, comme elle l'est dans toutes les professions du droit. Et des profils aussi, puisque je viens d'indiquer, il y a d'autres professionnels du droit qui intègrent la magistrature tout au long de la vie des palais de justice. Si vous permettez, là-dessus, le comité a proposé une réforme de la composition de la commission d'avancement de mémoire, avec effectivement, vous savez qu'aujourd'hui elle est composée que de magistrats, une composition rénovée avec des magistrats et des non-magistrats pourrait peut-être effectivement contribuer à diversifier les intégrations. Ça, c'est quelque chose c'est un problème qui se posera nécessairement, puisque à partir du moment où le ministère a annoncé plus 1500 magistrats sur 5 ans, ces gens-là, il va falloir les recruter par l'école, bien sûr, mais nécessairement par l'intégration, parce que les possibilités, on ne peut pas pousser les murs à l'ENM, à Bordeaux, donc il y aura forcément des recrutements dans le cadre de carrières plus courtes à la commission d'avancement. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir une commission rénovée et qui statue suivant des procédures rénovées pour plus d'efficacité dans la mixité et dans les délais d'instruction. Merci. J'en viens aux questions du président Sueur. En ce qui concerne les moyens additionnels dont la justice doit être dotée, le comité, de manière tout à fait consciente et délibérée, s'est inscrit dans une perspective quinquennale et non pas décennale. Avec les renforts que nous proposons, nous estimons qu'il est possible de doter donc la justice de ces renforts dans un délai de 5 ans. C'est extrêmement ambitieux à tous les étages, y compris à celui des procédures de recrutement, la commission d'avancement, l'école de la magistrature, mais il nous semble important que l'effort indispensable qui doit être fait pour la justice puisse être réalisé dans un délai de 5 ans. En ce qui concerne les solutions pour avoir plus de magistrats civilistes, il faut, alors là, qu'on s'inscrive dans une gestion prévisionnelle des effectifs, que l'institution définisse ce que sont ses besoins à moyen terme et que ensuite, effectivement, les carrières soient gérées dans cette perspective. Nous ne pouvons pas, enfin là je vais un peu au-delà du rapport et je m'aventure et je m'expose aux objections de mes collègues, mais nous ne pouvons pas avoir une gestion qui est uniquement statutaire de la magistrature. Il faut
tenir compte des compétences. Et il me semble qu'aujourd'hui, les jeunes, que ce soit dans l'administration ou dans la justice, aspirent précisément à s'inscrire dans des parcours de carrière qui soient définis à l'avance, qui soient un peu prévus. Il faut qu'il y ait de la mobilité, il faut qu'il y ait de l'adaptation, bien sûr, mais je pense que ce dispositif-là est à notre portée. Il vaut d'ailleurs pour la justice civile, stricto sensu, comme pour la justice économique. C'est un point dont nous n'avons pas parlé dans nos exposés liminaires, mais dont nous avons délibéré entre nous et qu'on retrouve dans le rapport. Il faut créer, dès le début de la carrière, une filière de magistrats qui soit compétent en matière économique, de telle sorte que les décisions de la justice ne puissent pas être critiquées ou disqualifiées sur le thème, mais ces personnes-là ne connaissent pas ce type de sujet. Ce qui implique d'avoir des affectations internes, mais aussi même externes à l'institution judiciaire, qui tiennent compte de la volonté d'acquérir des compétences. Sur la régulation de la population carcérale, il y a une question. D'accord, je vous laisserai la parole. Pour la régulation de la population carcérale, pas de numerus clausus, mais la définition par établissement d'un seuil de criticité. Et lorsque ce seuil de criticité est atteint, on devrait mettre en place de manière préventive des mesures de gestion de la population pénitentiaire, de telle sorte qu'on puisse avoir notamment des libérations conditionnelles. Mais voilà, il ne faut pas qu'on ait des seuils qu'on constate mécaniquement. Il faut qu'il y ait une gestion prévisionnelle pour que des sorties puissent être anticipées. L'important étant non pas de faire... Enfin, le risque, c'est la sortie sèche en fin de peine, sans aucune perspective de reclassement et d'accompagnement. C'est ça, aujourd'hui, le vrai danger de la justice. Ce n'est pas que des personnes puissent avoir une libération conditionnelle 15 jours ou 30 jours plus tôt. Enfin, sur les maisons de la justice et du droit, quel avenir ? C'est la grande question. Ce sont effectivement les parents pauvres, et avec le renforcement des moyens qui est proposé, on doit pouvoir avoir des greffiers en chef en nombre suffisant, avec les qualifications nécessaires pour tenir ces postes. Car aujourd'hui, je le reconnais avec accablement, la situation n'est pas du tout satisfaisante. Madame la Première Présidente et Monsieur le Procureur Général, il y a une question sur le tribunal départemental. Oui. Oui, peut-être sur l'accès au droit. Il y a 20 ans, l'accès au droit dans les maisons de justice, c'était vraiment une politique nationale du ministère de la Justice. Comme il y a eu d'autres priorités, comme les victimes, les violences faites aux femmes, et que le budget est contraint, et l'aide juridictionnelle également, l'accès au droit est devenu un peu le parent pauvre des politiques publiques du ministère de la Justice. Et je pense que je peux le dire pour les membres du comité, l'accès au droit, c'est une prévention en même temps de l'accès à la citoyenneté. C'est-à-dire que quand les citoyens ont accès aux maisons de justice, ont accès à un certain nombre d'informations ou consultations juridiques gratuites, ça pallie ensuite un certain nombre de difficultés dans la société. En matière civile, la question est complexe parce qu'il n'y a pas que l'institution judiciaire qui est concernée par la désaffection dans les fonctions civiles. Il y a le ministère de l'Éducation, il y a l'École nationale de la magistrature, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Et ce que proposait le rapport de l'inspection générale de la justice, auquel malheureusement le Parlement n'a pas accès, c'est qu'il faudrait mettre autour d'une table et l'Éducation nationale et le ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature pour profiler des postes. Donc la réponse ne peut pas venir que de l'institution judiciaire, mais suppose une réponse globale. Monsieur le procureur général.
On y arrive. C'est monsieur le procureur général. Il y a deux questions pour moi, si j'ai bien retenu. Le tribunal criminel départemental et les données de connexion. Tribunal criminel départemental, moi, bien sûr que je reconnais la valeur d'une cour d'assises avec un jury populaire. Mais je pense qu'il faut aussi raisonner en termes d'efficacité et on ne peut pas accepter. Moi, je trouve que ce n'est pas acceptable, aussi bien au regard de l'auteur que de la victime, qu'une affaire criminelle nécessite 3 ans pour être audiencée devant une juridiction, alors que des gens attendent qu'on statue sur des choses qui sont importantes. Donc je pense que le tribunal criminel départemental, pour moi, il se justifie, au moins pour 2 raisons. La première, c'est de renforcer l'efficacité et de réduire les délais de jugement. Et la seconde, c'est de lutter contre ces phénomènes de correctionnalisation, notamment souvent en matière d'infractions sexuelles, qu'on a si souvent dénoncés. Simplement, ce que je regrette et ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que il était prévu, je parle très librement, je respecte tout à fait les choix des assemblées, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais ce qui est dommageable, c'est que, alors qu'il y avait une période d'expérimentation qui était prévue, avec une évaluation qui serait venue au terme, on aurait peut-être pu voir effectivement de façon plus précise les gains procurés par cette nouvelle procédure, on ne le sait pas. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des départements dans lesquels effectivement c'est un vrai gain de passer devant un tribunal criminel départemental, dans d'autres, le gain en termes de délai est beaucoup plus discutable. Voilà, simplement. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra nécessairement prendre le temps d'une évaluation objective et approfondie des gains et des inconvénients de cette nouvelle procédure, que, encore une fois, dont je vois tout à fait les avantages. Les données de connexion. Le problème, ça fait 5 ans qu'il est posé, monsieur le sénateur. Ça fait 5 ans que la Cour de justice, déjà à travers l'arrêt Sverigueux, qui doit remonter à 2017-2018, qui a été confirmé à 3 ou 4 reprises, a posé le problème de l'interdiction de la conservation généralisée des données de connexion et réglementé l'accès en réservant l'accès des données de connexion soit à une autorité indépendante, soit à un magistrat en réalité indépendant à l'égard de la direction de l'enquête.